Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, merci de nous retrouver. Désolé pour ce retard. C'est à cause de Chokri Amari qui nous a rejoint ce matin. À cause de Qadir, il a une belle voiture, ça m'a touché. Nous avons été rejoints ce matin par Chokri Amari. Bonjour Chokri. Bonjour. Bonjour. Qadir Hassen, bonjour. Et Saïd Jafar, bonjour. Je précise, moi je viens d'Alger-Ouest et il y avait le rush ce matin sur l'autre bande pour aller vers le Palais des Nations pour voter la Constitution. Voilà, il y a une session. Le 7. Oui, enfin, pour ouvrir la session qui va ouvrir. Est-ce qu'il y a un risque pour qu'il n'arrive pas? Ils doivent démarrer à 10h, en même temps que nous. Bon, alors c'est parti pour un nouveau CPP. Merci d'être parmi nous et de partager ce moment avec nous. Ensemble, on va essayer de revenir sur l'actualité qui vous a marqué, qui nous a marqué, et vous donner peut-être des clés de compréhension. Faire le tour donc de ce qui s'est passé cette semaine. Déjà en un mot, une phrase comme d'habitude. C'est ce qu'on a l'habitude de faire dans le CPP. On peut commencer par ceux qui ne sont pas habitués, parce que Chokri n'est C'est pas ce que j'allais prêt. dire. Alors, on n'a même pas eu l'occasion de lui en parler. On fait un petit tour rapide. Qu'est-ce qui t'a marqué? En un mot, une image, une déclaration, sans rentrer dans le détail. Personnellement ou en général? C'est comme tu veux. L'actualité de cette semaine. J'ai acheté une machine à laver, 70 000 dinars, LG, تغسل وتنشف. Je l'ai installé, il fallait تقطعوا لي الماء. Voilà. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Je vous le disais, l'actualité a été riche cette semaine. Moi, je pensais que c'était avec le crédit à la consommation. Oui. Je m'attendais à ce qu'il dise. Non, c'est pas avec le crédit à la consommation. D'accord. Fallait acheter une voiture, j'aurais. Moi, je me suis réveillé. Alors, c'était mardi matin. Très, très content d'apprendre que Donald Trump n'était pas au premier caucus aux États-Unis. C'était vraiment une très bonne nouvelle. Voilà. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, le procès sur la traque, un dossier qui se ferme. Ouais. Bizarrement, de manière inédite, on ne sait même pas s'il faut féliciter les juges ou bien en rire, mais bon, voilà, ça se termine sans rien. Ouais. Bon. Oui, ça se termine. Il y a eu des condamnations quand même. Pour couvrir les peines, les très longues périodes de détention préventive. Voilà. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que Saïpem quasiment acquitté. Oui. Donc, est-ce qu'il y a ça dépasse la justice algérienne, c'est des histoires entre États. Oui. À voir qui fait ça. Mais il y aura sur la traque de Yak. Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on va rester dans l'actualité vive. L'actualité vive, c'est resté, malgré tout, que vous le vouliez ou pas, c'est cette révision de la Constitution. Le vote va avoir lieu finalement dimanche. Ça va se faire dimanche et sans débat. Ça va passer sans débat, encore une fois, bien que le débat a fait rage, en dehors de l'Assemblée, au sein de l'opposition, et qui a finalement, pour certains, décidé de boycotter, carrément. On peut comprendre cette décision. Quelle est votre réaction par rapport à cette réaction de l'opposition, encore une fois, alors qu'il y a eu un débat autour du 51, de l'article 51, sur le pouvoir des binationaux, sur la majorité? Les premiers à réagir a été le FFS en annonçant qu'il boycotte. Je pense que c'est la seule attitude à avoir. On lui a reproché ça, je ne sais pas. On lui a reproché pourquoi de ne pas boycotter. Oui. Pourquoi aller voter? Non, ça serait à quoi? Il vaut mieux boycotter et faire une sorte d'axe politique un peu plus consistant que d'aller voter, parce que pour le pouvoir, il y aura eu une opposition qui a voté, l'état civil a fonctionné, donc vaut mieux boycotter. Moi, je trouve que c'est une bonne attitude. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'expression. Le débat a fait rage. Il a fait rage où? Dans les radios publiques, tous les matins, on entend. Je ne cite pas la radio pour ne pas gêner. Celui-là, mais tous les matins en prison. Tu peux sauver la mise en parenthèse, tu peux. Enfin, le seul débat était porté par les Algériens de la diaspora sur l'article 51, qui est effectivement quelque chose de totalement incongru. On n'arrive pas toujours pas à comprendre pourquoi ils ont éprouvé le besoin de l'intégrer. C'est totalement inutile. Le futur DRS civil, entre guillemets, va faire les enquêtes et empêcher éventuellement des binationaux de facto de prendre des... Mais pourquoi inscrire dans la Constitution quelque chose d'aussi discriminant
Constitution, j'arrive pas à comprendre la finalité. Toujours pas. Hein. Toujours pas. Qu'est-ce que tu en penses, Choukri? Oui, enfin, il y a eu 2 cas où il y a eu débat, c'est l'article 51 Hadak ou Tamazir, tout le monde en parle. Un Mazir, il en parle, et un Mazir, il en parle. Donc, il y a eu vraiment débat en dehors, bien sûr, des cercles institutionnels. Mais bon, à mon avis, c'est aussi des faux débats. Donc, l'article 51, ça ne me gêne pas. Ça me semble normal qu'un président ne soit pas binational. Mais il ne s'agit pas que de c'est pas gênant. Le président, c'est l'article 73. C'est une fonction, un seul poste. Qui existe déjà. Mais l'article 53, l'article 51, c'est quelque chose de plus large. Quelqu'un qui vit 10 ans à l'étranger, il n'a pas le droit d'aspirer à d'autres fonctions. En Algérie, soit poussés par l'exil économique ou politique, ces gens-là sont disqualifiés. C'est qui? Bon, on a pensé à Rachid Naqaz, même Saïdani peut se faire coincer parce qu'il a une carte de résidence en France. À mon avis, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est ça. Est-ce que quelqu'un vit 10 ans à l'étranger peut aspirer à des hautes fonctions? Normalement, oui. Même la binationalité, ça me semble normal. Que le président de la Cour suprême n'est pas de double nationalité, c'est un faux débat. En fait, et sur Tamazir, le vrai débat, c'est les lois qui vont découler de l'article de la Constitution. Dans tout le Tamazir langue officielle, ça ne veut rien dire. C'est des lois organiques, d'ailleurs, comme c'est écrit dans la Constitution. Comment appliquer ça? Qui fâche, est-ce qu'on va utiliser le Tamazir uniquement dans les bars ou là, dans des institutions officielles? Est-ce qu'on peut remplir un extrait de naissance en Tamazir? Ça va être ça mais en soi, mais en soi, la question de la majorité comme le reste, c'est quelque chose de positif. On peut comprendre cette histoire de boycott de l'opposition en se disant, mais est-ce qu'on peut répondre par oui ou par non à l'officialisation de Tamazir, au pouvoir des binationaux, à la commission indépendante de surveillance des élections ou des lits de presse? Tout ça, c'est mis en même temps. C'est vrai qu'on peut comprendre après la position de l'opposition. On ne sait plus quoi faire. On ne peut pas dire non. Il faut oublier que la Constitution, c'est juste un texte très vague. C'est les lois organiques qui vont fixer tout ça. Oui. En ce qui concerne la liberté de la presse, on peut très bien être poursuivi à leur remettre sur le code pénal. Et donc, c'est ce qu'ils font d'ailleurs les juges actuellement. Il y a un code de l'information. Mais on peut être jugé. Là, j'ai été jugé sur le code pénal. Et donc, là, on n'est plus considéré comme journaliste. Donc, ou alors, dans le cas de Mohamed Ben Chicou, on peut être jugé économique, pour avoir transporté des bons de caisse. C'est-à-dire que cette révision ne va pas toucher le code, ne va pas toucher ensuite les textes. Dire que, on ne sait pas. Le juge, il peut décider. Ça va être revu. Le juge en Algérie, il juge en son âme et conscience. D'ailleurs, le vrai problème de la Constitution, le vrai débat, c'est l'indépendance de la justice. Et ça, c'est très vague. Oui, l'indépendance, ma femme lâche. Alors que le président reste le président du Conseil de la magistrature avec le ministre de la Justice. Donc, ceux qui vont décider de la carrière des juges. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire, après, on va voir comment ils vont réactiver le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. L'inamovibilité du juge de... Ça, c'est dans la Constitution du juge de siège. Tu as lu la Constitution? C'est pour ça qu'il arrive en retard. J'ai révisé la révision de la Constitution. Non, un vrai débat, c'est la justice. Le marqué, c'est du vague. Là, sur la Constitution, c'est un texte pour... Ça veut dire que finalement que il y a ce des vote... pays comme l'Angleterre qui n'ont pas de Constitution, ils marchent mieux. L'Arabie Saoudite, Israël... Ce vote, est-ce que ça veut dire que ce vote finalement de la Constitution, c'est pas fatal, ça va rien changer du tout, que les choses vont continuer? C'est-à-dire que tu peux attaquer en bas un jugement par le Conseil constitutionnel. Je vous donne un exemple. Au Maroc, la dernière réforme, le Tamazir, il y a 5 ans, mais ils ont surtout une réforme qui est passée inaperçue. Chaque citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, tu as un jugement que tu estimes anticonstitutionnel, c'est-à-dire en référence avec le texte là qui va être mais ça, c'est inscrit voté. Dans cette nouvelle Constitution. Qui peut saisir le Conseil constitutionnel? Pour l'instant, c'est écrit le citoyen. Le citoyen Merdesh. Celui qui se sent... Merdesh en Algérie. Groupe parlementaire, président de chambre et le président de la République en premier. Et le ministre de la Justice. C'est pas précisé, ça. C'est la Constitution. Et le vrai problème, une Constitution, comme l'idée, une Constitution, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire un texte fondamental qui garantit l'égalité, liberté, etc. Quand tu es jugé par un juge, tu estimes qu'il y a le jugé contraire à la Constitution, tu peux saisir le Conseil constitutionnel. Voilà quoi, c'est une Constitution. Ou là, une Constitution. Et tu ne peux pas saisir le Conseil constitutionnel, ça ne sert à rien. En fait, on est dans un deal un peu gênant. C'est-à-dire qu'on a les 4 dernières révisions de la Constitution, rapidement je les rappelle, sous Zeroual, il a ajouté la 2e chambre.
pour verrouiller le risque que la première chambre législative donc, soit entre les mains d'un courant qui n'est pas... Et la limitation des mandats. Limitation des mandats, effectivement. Donc il y avait, pour une partie de l'opinion, des choses positives. On a laissé passer son débat. Ça n'a pas été, ça a été voté par... Il n'y a pas eu de vote. La légalisation de Mazirt, en 2002, également. Il y avait quelque chose de positif, c'est passé, on a considéré que ça pouvait passer comme ça. En 2008, c'était surtout négatif parce que c'était en sauté le verrou des 2 mandats, mais il y a eu cette offensive sur la l'égalité genre, homme-femme. Oui. Donc, on a essayé de faire ce packaging et c'est passé. Et cette fois aussi, on essaie de faire passer plein de choses. Et donc, on se retrouve avec 4 révisions sans débat. En fait, un texte constitutionnel qui a beaucoup bougé. Oui. La dernière fois, on a voté pour une constitution. C'était finalement après octobre 88. Et l'opinion, et le débat, le vrai débat, celui qui n'a pas eu lieu cette fois, et ça fait 25 ans qu'il n'a pas lieu. C'est, du point de vue citoyen, du point de vue de la pratique démocratique, c'est extrêmement dangereux parce qu'on risque de se retrouver dans un grand écart entre l'opinion, ce que pensent les citoyens et les contenus des textes constitutionnels, même si on pense que chaque fois, on a un petit progrès en dehors de 2008 avec le verrou des 2 mandats. Qui m'agalte là, j'oublie Ousmane, avec la constitutionnaliste. Qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup. Oui. Avec, voilà. Il y a un problème constitutionnel dans le changement constitutionnel. Parce que la Constitution, la seule source du pouvoir est le peuple. Et donc, quand tu fais des changements aussi importants, l'équilibre des pouvoirs, tu es obligé de passer par le cette peuple. Fois, si tu passes par les chambres, déjà, c'est anticonstitutionnel. Après, c'est relatif. C'est relatif quand on dit qu'il n'y a pas de changement fondamental dans cette révision de la Constitution, dans le texte fondamental qui l'a touché. Après, c'est relatif sur la question. Enfin, on a un Conseil constitutionnel qui a validé quelque chose que beaucoup de juristes trouvent anormal. C'est-à-dire, le pouvoir peut essayer de faire changer la Constitution, mais les thèmes qui ont été changés imposent un référendum. Là, ils font passer par le Parlement, c'est-à-dire c'est tranquille. Le paradoxe, vous avez par exemple Ammar Saadani qui dit l'article 51 c'est anticonstitutionnel, mais qui somme ces députés de voter. On est dans une sorte de cabotinage. Ces députés de voter quoi ? De voter non, si tu précises pas que c'est pour voter oui, de voter oui, bien sûr, de voter oui, bien sûr. Mais il y a eu un changement qui égale Saïdani, je suis contre l'article, ils ont changé quelque chose. Non, ils n'ont pas changé. Ce qui a été ajouté, c'est que le président leur a dit, il faut ajouter que les fonctions qui vont être concernées par l'exclusion vont être précisées par la loi. Donc le principe de l'exclusion des binationaux sur certaines fonctions reste. D'ailleurs, Zakbara a donné une liste de gouverneur. Il a donné une liste. Cette démarche de révision encore de Constitution, quand on voit dans le fond, on se dit mais finalement, il va y en avoir une autre. Il y en aura probablement une autre révision après Bouteflika, vu que... Ils vont faire une autre. Parce que je connais Bouteflika. Je ne peux pas vous le dire, Lyon. Ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors, sur le calendrier, sur l'agenda du court terme, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Probablement un remaniement, et on comprendrait pourquoi, pour que le président ait encore un sursis. La première question, c'est est-ce qu'on est dans le cas où il y a une nouvelle majorité, enfin une élection, où le gouvernement présente sa démission parce qu'il y a une nouvelle assemblée, c'est la règle, ou un nouveau président, et donc on remet le mandat du gouvernement, enfin le chef du gouvernement, le Premier ministre le fait. Est-ce qu'on est dans ce cas-là ? Donc première question juridique, semble apparemment non. Non. Apparemment non, parce qu'il est élu selon l'ancienne Constitution, et donc il pourrait ne pas le faire. Si on veut créer un événement politique, il peut remettre sa démission, M. Seddel peut remettre sa démission à M. Bouteflika, qui va renommer un Premier ministre, en l'occurrence très probablement M. Seddel, de ce que nous savons ces derniers jours. Avec consultation de la majorité. Donc il va demander à Saïdani si je peux reprendre Seddel, en gros. Ça devrait être cela lequel Saïdani va exiger plus de place. Mais c'est un rôle de conseil. Saïdani voulait faire passer, d'ailleurs c'est là la limite de son influence à un an. Parce que le plus important de la Constitution, c'est de faire passer
que le chef du gouvernement soit issu de la majorité. Du parti qui a répondu. Il y a eu, je crois, le Nostria. Tu vois, il doit être consulté, mais ça ne veut rien dire. Absolument rien. C'est Daniel Goulin, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'aura quand même qui le voudra. Mais pourquoi il y aurait ce changement? Il n'y a pas eu de changement fondamental dans les textes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait changement et que le CELEL déposerait la démission? C'est un prétexte. C'est un prétexte. Non, c'est un prétexte. En fait, l'accélération du changement de la révision de la Constitution, il faut quand même se rappeler que depuis que le CPP est né, on en parle. C'est un sujet, c'est une sorte d'arlésienne. On a commencé à travailler, ça fait 2 ans, février 2013. 2014. Au début de la candidature de Bouteflika pour le 4e mandat, aucun Faisal Mentawi ne croyait pas. Et donc, c'est un coucou amical à notre ami Faisal. Et donc, cette fois-ci, ça s'est accéléré, ça s'est fait très vite. À mon avis, ça peut aussi donner la possibilité, la latitude à la présidence de la République de donner un grand coup de pied dans la fourmilière du côté du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses sérieuses, des choses importantes. Le prix du pétrole dévisse, il faut remettre une équipe cohérente au travail, trouver les bonnes réponses et refaire encore un remaniement gouvernemental. On serait au CELEL 5, si c'est celle-là qui est Premier ministre. À froid, comme ça, c'est un peu délicat. La révision de la Constitution offre un prétexte de changer. On est dans une nouvelle période politique et dessiner un nouveau gouvernement. Est-ce que ça va aller jusque-là? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un nouveau programme? Est-ce qu'il y a un autre programme politique en perspective? Est-ce qu'il y a du nouveau en perspective dans la démarche du gouvernement? Ça s'appelle taper chauffe dans la rue. Mais les décisions qui sont prises aujourd'hui ne disent pas justement que ça va nécessiter un nouveau gouvernement, que ça va nécessiter un virage à 90 degrés. Faire ça avec la même équipe, parce que moi je ne crois pas à un changement de gouvernement. Là, je pense que le vrai débat va avoir lieu à l'Assemblée et avec le gouvernement sur la fabrication des nouvelles lois organiques découlant de la Constitution. C'est-à-dire Tamazert, la justice, Douga. C'est-à-dire tout ça, ça va être ça non, mais c'est un autre agenda. Ça, c'est un autre agenda. L'agenda brûlant, c'est quand même de faire avec face qui il va le faire, c'est ça? L'agenda brûlant, c'est de faire face à la crise. Les lois organiques, ça va prendre du temps. C'est sur la durée. Et le gouvernement, à mon avis, un peu plus de tour de vis en matière d'austérité. Il devrait augmenter. Là, ils ont fait des petites augmentations qui déplaisent à tous les économistes en disant que ce n'est pas suffisant. Donc, peut-être il peut pousser le cran un peu plus avec un nouveau gouvernement. C'est ça l'enjeu. Alors, ça permet de régler quelques problèmes quand même. Il y a eu le départ du Yousfi. On a ramené M. Saleh Khabri à la tête du ministère de l'Énergie. C'est quand même beaucoup là que ça se passe. Son management n'est pas, sa gouvernance n'est pas, ça se passe de moins en moins, et donc il pourrait, il se dit qu'il va partir, c'est-à-dire ça n'a pas été l'animateur, celui qui va relancer le secteur. Monsieur Mazouzi à la tête de Sonatrach, c'est un peu le même problème. On lui a tendu la perche avec ce verdict, on est dans l'actualité de la semaine, qui est apaisant, qui devrait permettre à Sonatrach de reprendre confiance, de se remettre à travailler, mais c'est pas sûr que avec cette gouvernance de secteur qu'on redémarre, quoi. Quand on redémarre, c'est-à-dire que il faut se redéployer, il faut se remettre au travail. Sonatrach est un peu sous une cloche depuis 5 ans. Donc voilà, un remaniement du gouvernement peut permettre de régler ce type de problème. Il y en a plein d'autres. Il y a la cohabitation Bouchouareb-Sellal, Bouchouareb qui ne reconnaît pas l'autorité de Sellal. Il y a des ministres qui sont malades. On croit savoir que le ministre du Commerce a été se soigner à l'étranger pour une période qui pourrait être longue. Et donc on a comme ça il y a des ministres qui n'ont pas donné satisfaction. Ce serait bien qu'on s'intéresse enfin au secteur de la communication, qu'il y ait une vraie gouvernance de ce secteur et non pas la façon dont c'est fait jusqu'à maintenant. Ça peut être l'occasion de faire beaucoup de choses. En d'autres termes, qui mériterait de rester aujourd'hui parce qu'il est en train d'accomplir des choses où il y a eu un pas ça, c'est Bouteflika qui va le dire. Non, c'est Hassan Haddouche qui le dit d'habitude, il n'est pas là. C'est Hassan Haddouche qui dit qu'ils sont les bons ministres, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ben Rabrit ne bougerait pas. C'est un bon ministre de l'Éducation. Il y a du bon dans ce gouvernement. Disons-lui, il y a des réformes qui sont engagées. On n'en parle plus de son départ. C'est devenu ministre de l'Agriculture. C'est un ministre du domaine. En fait, qui ne bougerait pas selon vous? En fait, le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'il doit faire. Et on n'a pas, encore jusqu'à présent, depuis que Bouteflika n'est plus en forme, on n'a plus un centre qui donne une vraie impulsion. C'est ça le vrai problème. Il y a un problème d'impulsion, de cap
qui n'ont pas, parce que quand on parle de bisbis à l'intérieur du gouvernement, c'est parce qu'il n'y a pas de cap. C'est-à-dire il y a des républiques qui se créent de facto, chacun gouverne son secteur comme il veut, il n'y a pas de Premier ministre. Ouais, ça. Et je crois que le vrai problème d'elle, c'est ça, c'est la hiérarchisation des pouvoirs. Ça dépend. Hein. Par exemple, Ouali, il est plus fort qu'un Premier ministre. Ça a toujours été le cas. C'est ce qui n'est pas logique. Ouali, je me suis nommé par décret par la matrice, je t'accumule une région, c'est tout. Eh ben, il dit un ministre, mais des lois, non. L'Ouali peut ne pas respecter une instruction ministérielle. Qui m'a dit que Sillal et Bouchouel, ça ne fonctionne pas. Alors que hiérarchiquement, Sillal, il est au-dessus de Bouchouel. En fait, le vrai problème, c'est problème de loi, c'est-à-dire de respect des règles. Mais alors, les lois baïnes, Premier ministre, tout ministre, tout Wali. Oui, mais ça c'est des règles. La cousine du président, ça vient en bas. Donc aujourd'hui, la hiérarchie, ça ne fonctionne pas. En fait, on se rend compte avec... S'il règle ce problème... on se rend compte qu'en fait, ils ne vont pas le régler. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le blocage qu'il y a eu fin 2013, début 2014, qui a fait qu'on a été obligé de reprendre Bouteflika pour un 4e mandat, en dépit du bon sens, ce blocage, il s'est transféré à la chefferie du gouvernement, enfin, au poste de Premier ministre. Aujourd'hui, la volonté de faire de la réforme, d'essayer d'innover, parce que la situation le nécessite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à sabrer seulement, à lâcher le dinar, à couper dans le budget, etc. Il faut aussi être inventif, essayer de diversifier, essayer de devenir attractif, etc. Il y a d'autres choses à faire. Baisser les impôts des sociétés. Par exemple, voilà. On a un allié de droite qui arrive donc, sur le plateau de... Voilà, c'est bien. Je suis surpris. Voilà. et donc... Faire ça signifie quand même une vraie réforme à la tête du gouvernement. C'est plus celle-là. Or, on se rend compte que quand on commence à chercher, finalement, le même compromis qui s'est installé du statu quo, etc., est en train de s'installer à la tête du management du gouvernement parce que c'est pas possible de faire autrement, il ne peut pas y avoir un gouvernement de consensus, c'est pas possible. On ne peut pas aller chercher des gens qui ne sont pas... De consensus et d'action. Oui, et d'action. Ce n'est pas possible. Visiblement, non. On a cité des noms, mais c'est reparti. Ça va repartir pour ce serait un nouveau gouvernement de sursis pour le pouvoir. C'est un nouveau gouvernement de sursis pour le pouvoir. Pour gagner du temps. Voilà, ceci dit, ils commencent à avoir de l'optimisme. On leur dit que le pétrole, vers fin 2000, va être en une moyenne de 45, 50. Ça les rassure un peu. Bon. Alors, on va prendre une petite pause. Restez avec nous. Ça va être intéressant. Juste après, je ne dis pas que c'était pas intéressant. Je dis qu'on va parler du PAC. Le PAC, le parti d'avant-garde socialiste. 50 ans. C'était il n'y a pas longtemps. Et les colonnes de la presse, on en parlait. On s'est dit qu'il fallait en parler, qu'on ne pouvait pas passer à côté. Reste avec nous. À tout de suite. Merci de nous rejoindre. Avec vous, on va partager le temps qui nous reste à parler je sais pas par quoi. De la gauche. La réforme de la Constitution. J'aurais certainement pas commencé. Oui. C'est ça. J'aurais certainement pas commencé par le pacte. En fait, 50 ans de pacte, de parti d'avant-garde socialiste. Ça nous ramène effectivement à se poser une question. En tout cas, on s'est interrogé et on s'est demandé de quoi est-ce que la gauche est-elle aujourd'hui le nom? Alors, je vous rassure, on n'est pas nostalgique. Hein. Quoique, suivez mon regard. On n'a pas de coloration politique au CPP non plus. Hein. Ça, je veux assister. Je veux assister. Non, alors laissez-moi parler. Vous êtes tous des anciens trotskistes. Il n'y a pas de coloration politique au CPP. Je parle pour moi, et c'est important. Donc, donc elle est de droite, c'est clair. Allez, voilà. Elle affiche la couleur. Allez, celui-là est de droite. Ça ne m'étonne pas. On n'a pas la cravate rouge aujourd'hui. Donc, si elle est là, voilà, l'écharpe. Je dis, vous te la ramène. Je pense à Abed Sharif, à qui on dit bonjour ce matin. Alors, un mouvement avant-gardiste qui nous rappelle quand même que 50 ans après, ça n'a pas toujours été le vide politique. Quoi qu'on dise, ça n'a pas toujours été le vide politique en Algérie. C'était une expérience exaltante pour ceux qui l'ont vécu, j'imagine, éphémère. On peut en parler dans un petit instant, et qui nous interpelle en tout cas sur le devenir d'un État, et qui est le nôtre, sur son orientation. Alors, que reste-t-il de l'idéologie? Que reste-t-il de ces militants? Je parle de la gauche, bien sûr. On va peut-être commencer par là. Que reste-t-il de ces militants? Peut-être, réponds déjà à cette question, Saïd.
À mon avis, ils sont un peu dispersés dans la nature. Aujourd'hui, il y a une telle domination du credo libéral que ça écrase tout. Dans les médias, c'est évident, il faut augmenter les prix, il faut faire de l'antipopulisme, entre guillemets. Et la gauche n'est pas là, n'est pas dans ce débat. Il y a une domination écrasante du discours libéral. Et ce qui était intéressant, à mon avis, parce que il y a eu un grand texte de Saad Radjaras que nous avons publié, qui un peu raconte ce que... on peut rappeler qui était Saad Radjaras pour certains de nos jeunes auditeurs. Tout à fait. Alors, Saad Radjaras, c'était un des dirigeants du Parti communiste algérien. Et le Parti communiste algérien a été interdit à l'indépendance. Au passage, c'était Aït Ahmed le seul à s'être opposé à cette interdiction, donc autant le dire. Et il a été relancé sous le nom du Parti de l'avant-garde socialiste en 1966. Et donc, Saad Radjaras a publié... Parti communiste, tu ne l'as pas dit, le Parti communiste est devenu le PAX. Oui. Le Parti communiste algérien a été interdit en 1962, voilà, et en 1966, les militants communistes, et il n'y avait pas que des communistes, il y avait aussi des gens qui étaient de gauche, de la gauche du FLN, etc., qui ont intégré le PAX à cette époque-là. Et donc, aujourd'hui, c'est 50 ans après, Saad Radjaras fait une sorte d'article où il ne s'agit pas juste de commémoration. Il y a une vraie analyse et qui explique que le PAX n'a pas été uniquement ce qu'on présente comme un soutien critique, mais qui était dans le dilemme de devoir agir concrètement tout en étant dans l'opposition contre le parti unique, mais en même temps agir sur les espaces qui sont possibles. Donc, certains ont appelé ça après l'entrisme, etc. Bon. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est comment Saad Radjaras raconte comment le PAX a été dissous. À ce moment-là, il dit... Le premier complot scientifique contre un parti, avant qu'on en fasse celui contre Mehri, a été contre le PAX. Et on a, et à ce moment-là, quand il y a eu cette dissolution, c'est le moment où tous les militants de gauche qui étaient dans le PAC se sont réellement dispersés, soit par renoncement, soit par l'exil. Et on parle du milieu des années 90. On parle en pleine crise, c'est-à-dire le PAC s'est fracassé sur cette histoire. Que faire avec les islamistes ? Est-ce qu'il faut les éradiquer ? Est-ce qu'il faut vivre avec ? C'est un vrai débat dans la société. C'est un débat. Qui est encore d'actualité. C'est le débat. Enfin, les islamistes avaient aussi le même débat envers les communistes. Est-ce qu'il faut les éradiquer ou au matin Oui, effectivement, alors, on peut trouver le débat. Tu n'as pas lu aussi le texte de Saad Radjaras ? Non, il est d'abord, il est illisible, 2 pages en plus caractère. Il n'y a pas de photo. Fallait le lire sur le fil dans le poste. J'ai lu le début et la fin. Alors, on a vu, pour parler des militants, on a vu naître une multitude de petites formations politiques de gauche, d'extrême gauche ensuite. Il y a eu le MDS, il y a le PST, il y a le PT, il y a le FFS. Que représentent toutes ces formations politiques ? Après, aujourd'hui, on se rend compte pas grand-chose, pas de capacité de mobilisation comme ça a été le cas, pas d'action publique, c'est important de le dire, pas de front uni. Alors, ma question, est-ce que, je me demande, et je vous pose la question, pourquoi, selon vous, la gauche est-elle condamnée, finalement, cette gauche est-elle condamnée à n'exister que dans l'opposition ? Mais je crois qu'il faut pas oublier l'Algérie en entier, on va dire 90% est un pays de gauche. Bon, ça vient de Tahrir, l'Istiqlal, etc. Ça a toujours été à gauche. On parle de l'opposition, mais le plus grand parti de gauche en Algérie, c'est le FLN, qui milite pour la justice sociale, la répartition des richesses. Bon, il dit je suis Mdjibo, mais je veux dire, le plus grand parti de gauche, c'est le FLN. Maintenant, là qu'il faut changer de définition. Gauche-droite, c'est un modèle français. C'est les nationalistes, les islamistes et les démocrates. C'est ce que je veux dire. Bon, dans les nationalistes, il y a FLN à gauche, RND à droite, etc. Chez les démocrates, il y a des démocrates de gauche, de droite. Je crois que le clivage, il faut faire attention. C'est l'Algérie en entier qui est de gauche. Tu es en train de dire que si... À part les islamiques qui sont de droite, économiquement.
Ouais. Oui. Ouais. Mais tu es en train de dire, attends, excuse-moi. Juste, il a répondu à la question. La vraie question, il vient de le dire. C'est-à-dire, il y a une crise du militantisme. Le parti au pouvoir, il est de gauche. Non, mais il y a... L'opposition ne peut pas le pouvoir est de se gauche, placer de manière formelle. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de la médecine gratuite. Elle est gratuite dans le discours. Dans les faits, il faut avoir des relations pour pouvoir en bénéficier de manière sérieuse. Donc voilà, voilà, c'est-à-dire c'est un peu nuancé. Mais ce qui en théorie, bien sûr. Le chiffre, 23% du PIB va dans les islamistes sont peut-être de droite, mais ils sont devenus les militants, alors que les militants de gauche qui étaient socialisants ont perdu la vision militante traditionnelle. Et c'est une question profonde, c'est un vrai problème. Mais la question, c'est en fait, si on compare... Doula, pardon, un exemple. Doula, tu mets des logements gratuitement. Si j'ai un opposant de gauche, je vais alors, il y a effectivement, si on compare, c'est-à-dire, est-ce que le contexte... Tu veux dire que la gauche n'est pas indispensable? Non, tu es en train de dire que la gauche n'est pas indispensable aujourd'hui. Le régime algérien est de gauche, déjà, par définition. Il l'était. Bon, il y a quelques nuances. Tu as raté des épisodes, mon ami. Ah non, mais c'est intéressant. On parle d'aujourd'hui, on ne parle pas de l'avenir. On va se poser la question de savoir si la gauche a de l'avenir en Algérie. En fait... C'est Sadr Hadjas qui l'écrit, c'est-à-dire qu'il positionne historiquement le Pax dans la lutte contre le néolibéralisme, le capitalisme mondial, etc., etc. Ça, c'est une bataille qui n'a pas été perdue en Algérie. Elle a été perdue à l'international. Le Pax est mort parce que le mur de Berlin est tombé. L'URSS s'est effondré. C'est décisif et c'est mortel. Voilà. Donc, c'est pas en Algérie qu'on va produire une nouvelle théorie anticapitaliste. Si elle doit renaître un jour avec des alternatives, elle naîtra dans un capharnaüm mondial, pas en Algérie. Bien. Le deuxième obstacle qu'a rencontré la gauche en Algérie, c'est l'État-providence dont on parle depuis quelques semaines. C'est vrai que quand on est sous le régime de la rente, et surtout dans les moments où la rente est haute, il n'y a pas beaucoup de marge politique pour développer un discours d'opposition sociale, etc. On se retrouve même un peu dans le rôle du soutien, c'est ce qu'a fait le Pax, avec la nationalisation des hydrocarbures, etc. Donc, quand cet espace est fermé, quel est le terrain politique sur lequel peut se construire la gauche? La gauche en France, elle a lâché, en France, parce qu'on connaît un peu le débat français, elle a lâché sur le terrain social, et elle s'est redonnée une identité sur les thèmes sociétaux. Une partie de la gauche. La gauche française, elle est à droite. Oui, elle s'est redonnée une identité sur le mariage gay, sur les questions de droits de l'homme, y compris soutenir les régimes, lutter contre les régimes autoritaires dans le monde, etc. Voilà. C'est une forme d'identité, on va dire, sociétale. En Algérie, comment elle peut exister, la gauche? Elle existe, elle devrait exister sur les thèmes démocratiques en priorité. Évidemment, sociaux, ça va de soi, c'est son identité. Mais les thèmes démocratiques, le Pax est né en opposition à un coup d'État. Et il a été puissant pendant les premières années parce qu'il était dans une vraie opposition au régime de Boumedienne. Après, il s'est rendu compte que Boumedienne allait faire du social, il s'est allié à Boumedienne. Et à chaque fois que le Pax a mis en devant les questions démocratiques, et la gauche en général a mis, je dis la gauche en général parce que le Pax est le principal parti de la gauche, il y a eu de la répression, mais c'est comme ça qu'elle a existé. C'est comme ça qu'elle a existé. Et à chaque fois qu'elle a renoncé, à chaque fois que la gauche s'est tue, après le coup d'État de 80, après l'arrêt du processus électoral, elle s'est tue sur ce processus, elle a vendu son âme. La gauche, dans un pays où la démocratie n'est pas réalisée, sa première tâche, Lénine serait vivant aujourd'hui, Trotsky serait vivant aujourd'hui, il mettrait sa tâche en premier. La possibilité pour les travailleurs de s'organiser de manière indépendante, de pouvoir se donner les armes politiques de l'organisation. Ce serait la première chose. Le Pax a renoncé en partie à cela à un moment donné et il l'a payé très cher. Au moment où il a été réprimé, je termine sur ça, en 88, pourquoi la sécurité militaire a été saisie, arrêter les militants du Pax en premier quand il y a eu Parce que le Pax était en train de faire un virage intéressant. Il était en train de revenir sur le terrain de la démocratie. Le MJA, dont nous étions, il y avait le Pax dedans, il y avait des mouvements, le rassemblement des artistes et scientifiques, etc., qui revendiquaient l'ouverture des espaces démocratiques. Il y avait une inclinaison vers les questions démocratiques. Pourquoi? Parce que le Pax était en train d'être débordé par d'autres organisations sur ce terrain-là. La naissance des ligues des droits de l'homme, la naissance d'organisations indépendantes, le FFS, le futur RCD, l'OST, enfin, l'Uzahnoun, etc. Il était débordé sur ce terrain-là. Il commençait à faire ce virage-là et il était sur une bonne orientation quand il y a eu 88.
la suite, évidemment, lui a échappé. Bon, اسمح لي برك mise au point octobre 88, l'ASM راحوا شافوا les militants du PAX parce que Les fichiers n'étaient pas à jour. non, pour eux, c'était les seuls militants organisés. C'est comme ils vont ramasser des islamistes, ils disent c'est la même chose. En fait, c'est pas eux qui ont fait la révolution. Mais il faut bien revenir au niveau historique. Boumdien, le PAC, c'est la même idée. Hein. C'est-à-dire le développement, justice sociale et pas de liberté collective et individuelle. Aujourd'hui, on peut même dire que Bouteflika, c'est le seul représentant officiel du PAX aujourd'hui. Pas de liberté collective individuelle. Non, il n'était pas contre les libertés. Justice sociale, nationalisation. En fait, c'est quoi? C'est le programme du PAX. Tu peux dire, comme dit Ihsan, ils n'ont pas trop mis en avant les libertés, mais ils n'étaient pas contre les libertés. Non, j'ai pas dit ça. C'est dans les priorités. Et voilà. Dans les priorités. Aujourd'hui, le représentant... Je veux dire la phrase de représentant du PAX aujourd'hui. Le continuateur du PAX aujourd'hui, c'est Louisa Hanoun. Justement, j'allais parler de Louisa Hanoun. Le virage de Louisa Hanoun. Je ne suis pas d'accord. Quand on voit, justement, quand on voit l'évolution historique, on se dit, mais elle est fidèle, quoi. Elle est fidèle. Non. Louisa Hanoun, qu'est-ce qu'on lui reproche? Elle ne fait pas la même politique que le PAX. Le PAX avait une articulation, à mon avis, un peu plus consistante, alors que Louisa Hanoun a trop mis sur un homme, parce que c'est ça le paradoxe. Le PAX jugeait une politique de manière un peu plus globale. Oui, mais non, mais c'est sur la politique. Mais là, Louisa Hanoun, elle soutient Bouteflika alors qu'il a Khlil, etc. Il y a un problème totalement Le PAX aussi, avec Boumdine, il citait Mahroug, le ministre des Finances de droite, etc. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que résister au capitalisme, finalement, ça n'a jamais été le but de la gauche ici en Algérie. Ça ne l'a jamais été depuis le début. C'est pas son ennemi. Franchement, sérieusement, le socialisme a vraiment réussi. C'est ancré en Algérie, sans doute beaucoup plus que ce qu'espéraient ses fondateurs. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas grâce au militantisme. Pourquoi tu dis c'est pas grâce. Ce n'est pas le socialisme. C'est-à-dire, il ne faut pas lâcher les mots comme ça. Je fais mon cher. L'interventionnisme de l'État, il a raison. L'interventionnisme de l'État est partout. La question, c'est, excuse-moi, laisse-moi terminer. La question aujourd'hui, est-ce que franchement la gauche est indispensable? On dirait que non, mais par contre, a-t-elle un avenir demain? Ça, c'est la grande question, puisqu'on est en train d'opérer des virages, peut-être. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas du socialisme. On est dans un pays où il y a eu de la rente et il y a de la redistribution qui est inégalitaire. C'est-à-dire, ce que prennent les classes populaires n'est pas les mêmes, c'est pas le même type de distribution. Les affectations, parce que c'est ça, l'économie mondiale, c'est une affectation de ressources. Dans les années 70, quand le pétrole était à $3, il y avait une répartition de la rente, alors qu'il n'y avait pas de rente. Donc le socialisme, elle était une répartition moins, elle était moins inégalitaire que ce qui va devenir par la suite. Même si le pouvoir dit c'est du socialisme, ce n'est pas une raison pour dire que c'est du socialisme. C'est aberrant. C'est du rentier. C'est une gestion de la rente, une gestion en partie populiste de la rente, et voilà, qui va déboucher après sur l'infita. Attends, excuse-moi, Hassan Saïd, les prélèvements obligatoires, les taxes, la santé gratuite, tout ça, c'est une politique sociale. C'est une politique sociale qui existe ailleurs. Bien sûr, on va pas appelons un chat un chat. Non, il faut dire les choses. Il faut voir d'où vient l'Algérie quand même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans. Alors quand on parle de socialisme, dans le modèle marxiste, le socialisme est un dépassement des contradictions du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une phase de développement du capitalisme qui débouche sur des contradictions, et la classe ouvrière résout ces contradictions c'est pour ça que je dis que ce n'est pas grâce au militantisme. On n'est pas dans ce modèle. On est dans un modèle où la bourgeoisie algérienne n'existait pas. C'était les colons, ils sont partis. Et il fallait créer une économie et un État à partir d'une table rase quasiment, avec un grand magma où il n'y a pas de segmentation sociale. Entre 62 et 70, il n'y avait pas de classe possédante en Algérie, quasiment. Elle s'est remise à se reconstituer progressivement. Dans un tel contexte,
La politique économique, qu'est-ce que ça peut être? Ça ne peut être que celle qu'a suivi Ben Bella, Boumediene, les gens se trompent. Ben Bella, c'était pareil, c'était du populisme. Il avait des conseillers trotskistes. C'était les décrets de l'autogestion. Les ouvriers sont propriétaires des terres agricoles arrachées au colonialisme. On est dans cette tendance. C'est obligatoire. C'est un déterminisme historique. Et après, tu l'habilles avec la Constitution, avec la charte de 76, tu l'habilles, tu lui donnes une armature idéologique en parlant de socialisme, parce qu'il faut donner du sens à tout ça. Mais c'est anthropologiquement, sur le terrain, que ça s'est décidé. C'était comme ça. Il n'y avait pas de possédants. Donc voilà. Après, il a bien fallu créer une classe d'entrepreneurs, une classe de capitalistes. Pourquoi? Le débat était là. Pourquoi? Parce que le modèle a échoué. C'est vrai, le modèle tout État a échoué. Voilà, il a échoué. Il ne faut pas oublier, Hassan, vous oubliez le côté sur le sociétal. L'Algérien, il est de droite. Il n'aime pas les riches. Déjà, il عنده دراهم ما يسبوا ما قال سراق. Non, il se trompe. Et ça, c'est pas أنا déjà جيت معك dans ta Mercedes, j'espère ولاد الحومة ما شافونيش. Il faut donner l'année. تقول هذا وشبه ولا يدور في Mercedes. تدور عليه أنا. Il faut donner l'année, sinon les auditeurs vont penser que je roule sur de l'or. Il faut donner l'année de la Mercedes. Non, قديمة. عطاه له بن بلا en 62. Les Algériens n'aiment pas les riches parce que les Algériens, sur 2 générations... C'est une société profondément égalitariste. Non, profondément. Parce que sur 2 générations, on était tous kiff-kiff. Tout simplement. Ceux qui sont devenus riches n'ont pas eu le temps de légitimer leur nouveau statut. Donc il y a une crise de légitimation du nouveau statut social que la guerre civile a permis de régler en partie. Parce que la guerre civile, elle a créé un danger plus important que les nouveaux riches. Mal enrichis, pour la plupart, malheureusement. C'est les assassins, c'est les terroristes. Non, mal enrichis pour la plupart, j'ai dit. Non, on n'aime pas les riches. Non, c'est parce que... Non, parce que chez nous, c'est arrivé récemment. Et donc, on se souvient que mon voisin, ça fait une génération, c'est tout, donc ça passe pas. On parle des politiques, on parle de la gauche politique. Qu'est-ce qui reste? C'est ça la question. Parce qu'on parle d'immobilisme de la gauche, on dit que la gauche n'arrive pas à se structurer, à s'unifier, à faire... Qu'est-ce qui lui reste quand on a tout ça? Louis Ahnoun est très populaire. Non, qu'est-ce qui lui reste comme idée pour défendre? Quelle idéologie lui reste à Louis défendre? Ahnoun, elle remplit des salles. Qui dernier meeting, elle n'apporte que des thèmes. Mais dans le combat, dans son combat politique, qu'est-ce qui lui reste? Elle fait pression sur. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est-à-dire, elle fait pression. Non, il ne faut pas privatiser. Non. Le président, visiblement, il se mache. Mais de toute façon, ce que je dis là, c'est que le FNN est lui-même de gauche. Et donc, le problème ne se pose pas. Il n'y a pas de faillite là, de gauche. Au contraire, la gauche est installée également dans le pouvoir, également dans l'opposition. Également dans le PRI mexicain était de gauche. Dans la population. Et ça, c'est important. Et pour revenir aux fondamentaux, Marx disait que le moteur de l'histoire, ça lui déclasse. En Algérie, le moteur, c'est le RELA. Et ça marche. C'est vrai. Qui te mjark chez la tonobile, ça fait avancer l'histoire. Absolument. La jalousie, c'est le moteur de la lutte. C'est le moteur de l'histoire. Le FLN, pays au Mexique, qui était anti-impérialiste, qui était anti-américain, le parti populiste qui a gouverné le Mexique pendant longtemps, quand il y avait la rente, il avait les moyens de sa politique. Le chavisme et de gauche, il a les moyens, on est dans un pays, le Venezuela, on peut redistribuer, peut-être trop d'ailleurs, parce que ils sont en faillite. Et donc, il y a des partis nationalistes qui n'ont pas une idéologie marxiste-léniniste, qui sont sur un positionnement de gauche, parce que le contexte de leur pays le leur permet. Mais après, quand ça change, le FLN a fait les réformes des années 90 avec... il était déjà RND à l'époque, mais le pouvoir a fait des réformes de droite. Quand c'était nécessaire. Voilà. Des ajustements. La gauche, mais fondamentalement, aussi mais elle est de gauche. Dans les mouvements de chômeurs, dans toutes les syndicats autonomes, elle est là. Alors, elle n'est pas dans une organisation aujourd'hui précise, mais elle est un peu partout. Elle n'est pas aussi dynamique. C'est clair qu'elle n'est pas aussi dynamique. Je vais dire, parce que j'ai choqué tout à l'heure mon ami Saïd Jafar en disant que le Pax aujourd'hui c'était Louis Ahnoun. En quoi c'est ressemblant et en quoi c'est pas ressemblant? C'est ressemblant dans la façon dont Louis Ahnoun utilise le risque de l'international pour justifier sa proximité avec le pouvoir. Ça, je l'ai vécu. Mouvement 80, j'ai vécu. La main étrangère, le danger, la main étrangère, le danger. Il existe ce danger. Je crois que la démarcation, c'est sur les libertés collectives et individuelles. Ce danger existe, mais il est surfait, il est exagéré tout le temps. Louis Ahnoun le fait tout le temps. D'ailleurs, j'ai écrit une chronique un jour où disant elle milite contre le dinar parce qu'elle fait tellement peur aux gens qu'en fait, on n'a pas envie de changer ses dinars et d'avoir une épargne en devise. On ne s'en rend pas compte.
Donc, ça justifie la proximité avec le pouvoir. Et puis, un soutien qui est critique. Bon, le Pax critiquait certains membres de l'époque. Ils disaient il y a une aile droite, une aile gauche dans la FLN autour de Bouguedine, etc. Elle fait la même chose. Ouais. Elle l'a fait pour Khalil, pour Tamar, etc. C'est ce qu'il y a de ressemblant. C'est le soutien, et un soutien opportuniste. Ce qui est dissemblant, mais alors là, c'est que le Pax était une organisation. C'était une école. Le Pax animait le mouvement de masse. Il animait les organisations étudiantes, il animait l'UGTA, il s'est battu au sein des syndicats, etc. Il a créé de nouveaux espaces, il a formé toute une génération de militants, les mouvements femmes, etc. Femmes, oui. Je fais la jonction avec les 50 ans du Pax et le papier de Sadr Hajjaj, c'est le grand deuil que nous n'avons jamais réussi à faire. Cette capacité à militer, à diffuser de l'espoir, de la possibilité de changer les choses en agissant, même si j'ai beaucoup divergé avec le réformisme et les prudences du Pax, parce que moi j'étais dans une tradition politique plus radicale, mais il y avait cette possibilité avec le Pax d'apprendre, d'avancer, d'être patient, de construire dans la durée, etc. Le PT est un appareil de ce point de vue-là, il n'a aucune ressemblance avec le Pax. Ce n'était que de l'influence intellectuelle, finalement, quand on voit aujourd'hui le résultat et son manque d'immobilisme, son manque d'action publique et de faire un peu comme il a été très présent. Le Pax ou vous allez Non, la gauche de manière générale, je parle de... Aujourd'hui, on est pauvre, l'espace public est pauvre de cette tradition-là. Quand on dit le politique... Ce n'est que de politique. Aujourd'hui, il y aurait eu le Pax aujourd'hui. Que la gauche n'a pas purgé les années 90. C'est le moment où tout le monde... Ça a éclaté partout. Oui. Les gens qui étaient des amis ne se parlent plus. La période des années 90, au moment de l'arrêt des élections, de la répression, de la violence, ça s'est totalement fracassé. Vous avez des gens qui étaient de gauche, qui ont créé des petits groupes en disant qu'il y a 2 peuples dans ce pays, etc. Donc, les années 90, quand je dis la gauche, je peux même élargir, toutes les élites algériennes n'ont pas purgé les années 90. Il y a eu tellement de divisions sur cette période-là qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas verbalisé, ni critiqué, ni soldé. Et ça pose un vrai problème. Et la gauche, elle est bloquée par ça aussi. En tout cas, le Pax aujourd'hui, c'est le seul parti qui peut écrire 2 pages en petits caractères. Il faut lire sur le site internet au lieu de le lire sur le Loatan, c'est trop lourd. Ma question, juste rapidement, c'était quel avenir à la gauche, sachant aujourd'hui qu'on prend peut-être un virage. Regardez dans cette nouvelle constitution. Regardons l'international. Comment la gauche s'est redéployée. C'est l'altermondialisme. C'est intéressant, c'est très fertile. C'est la bataille pour protéger l'environnement, parce que le capitalisme détruit l'environnement. Voilà, il détruisait avant les peuples. On n'a pas réussi à construire suffisamment sur cela. Aujourd'hui, on peut sensibiliser le changement climatique. Il y a de nouvelles thématiques dans la gauche, dans le monde, s'est emparé, qui sont vitalisantes. Mais là encore, c'est pas un ancrage. C'est une autre idéologie. Qui sont ni gauche ni droite. Oui, mais c'est entre le score. On les appelle encore la gauche, mais c'est plus la course contre le score. Attends, on peut prendre l'exemple de Syriza, on peut prendre l'exemple de Podemos en Espagne. Entre des scores électoraux, un score électoral et un ancrage politique véritable, c'est-à-dire dans la durée, on est encore dans l'interrogation, et certains même parlent de défaite aujourd'hui et d'échec de la gauche. Entre avoir des idées révolutionnaires, arriver au pouvoir et agir, on voit bien la difficulté de la... Quand tu as Podemos qui arrive... La Grèce et l'Espagne, c'est le résultat de la crise. Et qui a une consistance. Ça veut dire que le Parti socialiste espagnol s'est écrasé. C'est-à-dire qu'il est tellement devenu droitier que Podemos, qui en théorie aurait dû rester un petit groupuscule, devient un groupe parlementaire. Aujourd'hui, ils en ont besoin pour faire un gouvernement. Donc, c'est quand même, ça veut dire que dans la gauche, il y a des remises en cause qui se font, et ces mouvements-là sont porteurs. Ils sont porteurs de quelque chose. Ils sont porteurs. Ce qui peut arriver de plus. On peut prendre l'exemple de la Grèce aussi. Oui. Alors chez nous, la vraie barrière pour que les mouvements de gauche deviennent populaires, c'est leur relation à la question de l'islam. Les années 90 ont permis de se rendre compte qu'on ne peut pas construire un mouvement social de gauche si on n'est pas à l'aise avec cette question-là. C'est obligatoire, c'est comme ça. Il faut donc puiser dans la sphère musulmane les traditions de gauche, par exemple en Turquie, en Iran, où il y a des courants de gauche qui sont relativement puissants et qui sont à l'aise complètement avec la question de la religion, voir comment on deal avec ces questions-là. Parce que sur la question sociale, la crise mondiale nous réservera des opportunités pour que les gauches
redeviennent fortes. Les frères musulmans en Égypte, hein. On Ils peut- ont un système de justice sociale. La C'est comme gauche- ça qu'ils ont gagné les élections. La gauche ou l'extrême gauche, ce n'est pas une forme d'extrémisme qui peut aussi s'installer à l'avenir, vu la crise, vu les problèmes plus. Oui, la gauche extrémiste. C'est quoi, du populisme? L'extrême gauche, c'est aussi dangereux que l'islamisme. Je vous pose la question. Non, dans la gestion des affaires, Ça, c'est François dans une Copé qui situation parle de comme crise. ça. Je vous pose la question. Est-ce que Besançon, Vous rejetez est-ce que le discours carrément Besançon a un danger? Je pense à l'Algérie, je pense à Louisa Hanoun demain, qui dans une situation de crise remonterait à la surface et pourrait. Louisa Hanoun est utile. Moi, j'aurais bien aimé que Louisa Hanoun reste de gauche. On n'est pas obligé de faire ce qu'elle dit, mais c'est bien qu'elle donne c'est qu'elle l'alerte. n'est pas restée. Elle est utile. Mon trouble, c'est que Louisa Hanoun n'est plus celle que j'ai connue dans les années 90. C'est tout. Mais ce qui a changé, Peut-être c'est- que je suis peut-être un ringard, mais je préfère Louisa Hanoun des années 90 que Louisa Hanoun des années 2000. Elle était de gauche. Là, elle a une identité trouble, pour moi, personnellement. Mais où est-ce qu'elle a lâché? C'est comme le Pax, elle a lâché sur les questions démocratiques. Elle a lâché sur les questions démocratiques, sur les questions Enfin, sociales, c'est la même chose. On peut dire, Louisa C'est sur Hanoun, liberté. le truc assez étrange, c'est que elle va au contrat national à Rome, elle revient et 10 ans après, elle n'en parle plus comme si c'était une tare honteuse. Alors que moi, personnellement, j'estime que c'était une grande opportunité, Même le la- contrat de Rome, de sortir. Même la défense des disparus, elle n'en parle plus comme si c'était une tare alors qu'elle était en tête de la défense des disparus les premières années. Bon, eh ben, on n'a pas fait le tour, de toute façon, on le On savait. n'a pas parlé de Ali Haddad, c'est dommage. Il faut revenir, mon Là, ami. j'avais révisé Ali Haddad, ma tahetch. Tu aurais dit des choses positives à ce sujet. Heureusement, C'était- j'étais à la dernière minute. C'est que la Il veut plus faire de politique. Je crois que c'est clair. Il a dit qu'il voulait plus faire de politique. C'était un plaisir de t'avoir avec Merci. nous. Tu reviendras, Comme ça. Choukhé, j'espère. Ah oui, Voilà. il faut. Dis beaucoup de جيبوا عبجاف جيبوا عبجاف La cravate rouge. Allez. Tu deviens militant de gauche du Merci de CPP. nous avoir prêté attention. À jeudi prochain.